l'Union européenne est une partie au conflit. Ne serait-ce qu'en fournissant des armes, qu'en interdisant à Zelensky de négocier avec la Russie, etc., etc. Donc, on est devenu une partie, alors que justement, notre distance géographique, intellectuelle, historique, culturelle, devrait nous permettre d'apporter des éléments de compréhension pour que l'un et l'autre puissent faciliter le dialogue. Mais on voit que c'est exactement l'inverse qui se fait. Et ce que vous avez évoqué là au niveau de l'Union européenne, alors on dit au niveau politique, mais ça se retraduit dans les médias qui, eux, finalement, suivent en fait ce qu'on leur dit. Les médias d'aujourd'hui, les médias mainstream qu'on les appelle, c'est-à-dire les France 2, France 5, c'est devenu la Pravda de l'époque en Union soviétique. Ils font ce que le gouvernement attend d'eux. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nexus. Nous recevons aujourd'hui Jacques Beau, colonel, chef d'état-major, ex-agent des services de renseignement, des services secrets suisses, et expert en armes chimiques et nucléaires qui publie cette année son dernier livre, Guerre secrète en Ukraine. On va pouvoir parler de où en est aujourd'hui cette guerre où on comprend très peu de choses. On a eu beaucoup de désinformation dans tous les sens, finalement, on va pouvoir en parler. Bonjour Jacques Beau, merci d'être avec nous. Pourquoi ce livre aujourd'hui, tout d'abord ? D'abord, merci de m'accueillir, ça commence par là, et de vous intéresser à mon livre. Oui, je pensais qu'il était indispensable de se pencher sur les coulisses un petit peu du conflit. Parce que ce qu'on en voit dans les médias, on voit des chars qui sont détruits, des drones qui volent, enfin bref, on voit l'image du champ de bataille telle qu'on pouvait l'avoir sous des configurations différentes sur d'autres conflits. Mais on n'a pas toujours conscience de tout ce qui se passe en arrière-plan, si vous voulez, sur le conflit. Et des efforts qui sont faits de part et d'autre pour mener finalement des guerres parallèles. On pourrait dire ça comme ça, sur le plan politique, sur le plan de l'information, sur le plan des sabotages. On voit des gens qui sont assassinés chez nous, etc. On a Macron qui nous dit qu'on attaque des hôpitaux. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses, mais on ne sait pas exactement quoi. Il y a beaucoup de désinformation, comme vous l'avez dit. J'ai cité Emmanuel Macron, et je pense qu'il en a fait beaucoup il a fait beaucoup de désinformation à ce sujet, mais il n'est pas le seul. Je cite dans mon livre beaucoup d'exemples de nos médias mainstream qui, chaque fois qu'il y a un problème qui se passe, mais ça va, on est dans le domaine des punaises de lit à l'époque à Paris, où tout d'un coup c'était Vladimir Poutine qui avait décidé de mettre des punaises de lit dans les hôtels parisiens. Donc on s'aperçoit bien qu'il y a quelque chose, mais on s'aperçoit aussi que l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui fait que chaque incident est automatiquement attribué à quelqu'un, de façon à ce qu'on puisse, si on continue la guerre dans tous les domaines. Si vous voulez. Et ça me semblait important d'essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça, de faire comprendre comment les uns et les autres, d'abord, comprennent la guerre, comprennent les différentes dimensions de la guerre et comment ils intègrent ces différentes dimensions dans l'action telle qu'elle se traduit sur le champ de bataille. Et c'est d'autant plus important de faire cet effort de compréhension, parce qu'il s'agit bien de ça, qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on commence à parler, ce qui est d'ailleurs nouveau, de dialogue entre négociations entre Russes et Ukrainiens. Même si ce dialogue, il est loin d'avoir commencé, d'avoir pris, j'allais dire, même son envol et d'être encore affirmé. Mais bon. Ils étaient récemment en Turquie pour en parler ? Voilà, alors, mais pour l'instant, on commence à en parler, ce qui est déjà pas mal, parce que jusqu'à maintenant, il était exclu que ça se fasse. Donc, on a fait un petit pas en avant, mais pour comprendre maintenant, comme je disais toujours, pour comprendre la paix, il faut comprendre la guerre. De notre manière de comprendre la guerre découle la manière de faire la paix. De la manière de comprendre une crise découle la manière de la résoudre. Et par conséquent, on est obligé,
quelle que soit la crise d'ailleurs. On parle maintenant de guerre avec des morts et tout ça, mais finalement, les crises que vous pouvez avoir à titre personnel, avec des amis, de la famille, enfin, à n'importe quel niveau, c'est la même chose. Si vous n'essayez pas de comprendre la nature de la crise, il n'y a absolument aucune chance que vous la résolviez. Comment vous expliqueriez la guerre moderne et les enjeux géopolitiques à quelqu'un qui arrive dedans comme ça et puis qui croit dans les discours politiques? Ouais, d'abord, je pense que alors, évidemment, on est dans une société où les préoccupations sont multiples et où beaucoup de gens, finalement, leurs préoccupations, c'est pas tellement ce qui se passe en Turquie, mais c'est plus ce qu'ils vont mettre dans leur assiette le soir. Donc, on est aussi sur quelque chose qui fait que les gens n'ont pas toujours le luxe de pouvoir s'intéresser à des domaines aussi éloignés que la guerre en Ukraine. Il y a les difficultés du quotidien. Exactement. Il y a le poids du quotidien qui fait que... Voilà. Et puis, il y a quand on parle du poids du quotidien, aussi le fait que beaucoup de gens, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas envie de s'occuper à autre chose. Ils aspirent à plus de détente. Voilà. Bref, tout ça explique que essayer de comprendre un conflit demande un effort de compréhension. Et cet effort de compréhension, il n'est pas fourni par nos médias. Et c'est ça qui est devenu dramatique, je dois dire. Moi, je suis, comme vous voyez mes cheveux, la couleur de mes cheveux, vous pouvez vous imaginer, je suis un peu plus âgé que vous. Et je viens d'une époque... C'est une teinture. Je viens d'une époque où, quand vous vouliez vous informer, vous preniez 5 journaux, vous en aviez un de gauche, un de centre-gauche, un de centre, un de droite, etc. Et vous aviez l'éventail des réflexions sur un sujet. À l'époque, c'était la guerre du Vietnam, voilà. Mais vous aviez l'éventail des positions. Aujourd'hui, quand vous prenez les journaux, ils vous racontent tous la même chose. Parce qu'il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus rien. On vous reprend, dans le meilleur des cas, on vous recrache la même dépêche de l'AFP qui va se retrouver exactement sur 40 journaux. Sur 40 journaux qui ont des titres différents, exact, mais qui n'ont plus de personnalité propre. Voilà. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est même exigé pour avoir l'agrément de presse généraliste. Tu es obligé de montrer, faire patte blanche, que tu utilises ce système-là de l'AFP. Ah mais alors ça, je le crois volontiers. On voit qu'il y a une uniformisation de l'information qui empêche d'avoir un regard équilibré sur les choses. Parce que, quel que soit le conflit, quelle que soit la crise, il y a toujours plusieurs manières de le voir. Il y a déjà les deux parties, chacun a son éclairage du conflit, sinon ils seraient d'accord et ils ne se battraient pas. Donc ça veut dire que chacun voit le problème à sa manière. Et ces deux manières sont respectables par ailleurs. Ces deux manières, c'est leur manière. Comme je dis souvent, si j'étais ukrainien, je me battrais comme un Ukrainien. Si j'étais russe, je me battrais comme un Russe. Mais j'ai le privilège, comme vous l'avez dit dans votre introduction, j'ai le privilège d'être suisse. Donc de ne pas être, enfin, ou autre, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas partie d'une des pays qui sont impliqués dans le conflit. Et ça me donne le luxe de pouvoir me dégager intellectuellement du conflit et de pouvoir regarder la perception de l'un et de l'autre, essayer de comprendre les différences, de voir où ces deux perceptions s'éloignent et où elles se rejoignent. Alors rentrons dans le concret, par exemple l'Union européenne devrait être presque comme la Suisse normalement, puisque l'Ukraine n'est pas du tout dans l'Union européenne. Moi j'étais, pardon pour le moi-je, mais il y a 1 an et demi, j'étais présent quand Zelensky arrive à l'Union européenne et vient faire un discours. Il est acclamé à son entrée, il est acclamé après son discours, et c'est la plus belle preuve de propagande que je n'ai jamais vue, où on va décrire s'il parvient à passer l'Ukraine, ensuite Poutine et son mode de vie mortifère, l'enfer arrive chez vous. Ça, c'est quelque chose qui était... Normalement, on devrait quand même se dire, bon, avec le traitement de l'information, attention... 2 poids 2 mesures. Vous avez tout à fait raison, et c'est exactement le problème. Aujourd'hui, les pays extérieurs, donc les partis qui sont officiellement pas dans le conflit, sont devenus des partis au conflit. L'Union européenne est une partie au conflit. Ne serait-ce qu'en fournissant des armes, qu'en interdisant à Zelensky de négocier avec la Russie, etc., etc. Donc, on est devenu une partie, alors que justement,
notre distance géographique, intellectuelle, historique, culturelle devrait nous permettre d'apporter des éléments de compréhension pour que l'un et l'autre puissent faciliter le dialogue. Mais on voit que c'est exactement l'inverse qui se fait. Et ce que vous avez évoqué là au niveau de l'Union européenne, alors on dit au niveau politique, mais ça se retraduit dans les médias qui, eux, finalement, suivent en fait ce qu'on leur dit. Les médias d'aujourd'hui, les médias mainstream qu'on les appelle, c'est-à-dire les France 2, France 5, c'est devenu la Pravda de l'époque en Union soviétique. Ils font ce que le gouvernement attend d'eux. Délibérément ou pas, mais, quand je dis délibérément ou pas, c'est qu'à un moment donné, c'est toujours délibéré, parce que si vous dites quelque chose qui ne plaît pas, ils vous écarteront. Hein. C'est arrivé à beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui n'avaient pas dit exactement ce qu'on attendait d'eux sur les plateaux, donc ils ont été écartés. Donc on n'est plus sur une pluralité de l'information, on est sur une information qui est dirigée, et de ce fait, pour répondre à votre question précédente, comment fait le citoyen qui veut s'intéresser? Il doit faire un effort considérable pour se dégager de cette unipolarité de l'information, pour essayer d'aller glaner à gauche et à droite de l'information qui complète l'information qu'on a donnée. Et ça demande un effort considérable. Si vous regardez mes ouvrages, ils sont tous sourcés et vous voyez que... D'ailleurs, vous constaterez que j'ai beaucoup d'informations qui viennent de l'Ukraine. Et il y a même beaucoup d'informations. Quand vous avez évoqué tout à l'heure les négociations de paix à Istanbul, eh bien, le mémorandum qu'a présenté la Russie, eh bien, je crois qu'il n'y a pas beaucoup... Je n'ai pas vu de médias francophones qui ont publié le mémorandum in extenso. Et quand j'ai voulu le chercher, je suis allé, vous le croirez ou non, mais je suis allé sur un site ukrainien qui m'a renvoyé sur des sites russes. Littéralement, sauf erreur, le média c'était RBC, il me semble que je pourrais me tromper, mais qui m'a renvoyé sur le site de TASS. N'est-ce pas? Donc on voit que même les Ukrainiens ont une approche de l'information qui est beaucoup plus honnête que nous l'avons vis-à-vis d'eux. C'est passionnant. Oui, mais c'est la réalité. C'est pour ça que dans mes livres, on dit vous êtes pro-Poutine. Non, je ne suis pas pro-Poutine, toutes mes informations sont ukrainiennes. Lorsqu'il y a eu en avril 2022, lorsque Zelensky, voyant que la guerre allait tourner à son désavantage, il s'en aperçut très très tôt, puisque le 25 février 2022, c'est-à-dire un jour après le début de l'opération russe, il a aperçu que ça allait mal tourner et il a téléphoné au ministre suisse des Affaires étrangères pour qu'il fasse une conférence de paix. Un jour après. Personne ne vous le dira parce que l'Union européenne est intervenue derrière, a dit non, il n'y aura pas de conférence. Et il n'y a de fait pas eu de conférence, il y a eu une très courte négociation qui a été entamée à Gomel, à la frontière ukraino-biélorusse, et qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, parce que les Européens ont dit non, on ne négocie pas, voilà de l'argent pour des armes, mais vous ne négociez pas avec les Russes. Et quelques semaines plus tard, voyant que la situation ne s'améliorait pas et était au contraire encore plus critique pour l'Ukraine, Zelensky a refait une proposition à la Russie qui est devenue une négociation à Istanbul, déjà, dans laquelle il a fait une proposition qui a été d'ailleurs signée par la délégation ukrainienne, que les Russes allaient accepter et qui finalement a été retirée sous la pression européenne. Des Britanniques, des Français et des Allemands. Mais aucun média européen à l'époque n'en a parlé. Aucun. Sauf le Financial Times, qui en a parlé en mars 2022, et la presse ukrainienne. Et que disait la presse ukrainienne en avril 2022? Elle disait le principal obstacle à la paix sont les Occidentaux. La presse ukrainienne. Donc, quand on analyse le conflit, si on l'analyse honnêtement, on n'a pas besoin d'aller voir ce que dit Vladimir Poutine. Les Ukrainiens ne sont pas des idiots, comme le croient des gens comme Ursula von der Leyen. Nous prenons, et les gouvernements européens prennent des Ukrainiens pour des crétins. Alors qu'en réalité, ces gens
voient très bien l'évolution de la situation. D'ailleurs, ils ont accès à Internet, donc ils voient aussi bien que moi ou que vous les différentes positions, etc. Ils s'aperçoivent bien finalement, on se moque d'eux. Et c'est ce que vous trouvez dans la presse ukrainienne. Alors évidemment, on est dans un pays en guerre, il y a une censure, la liberté n'est pas totale, mais quand vous lisez pas seulement entre les lignes, mais des lignes qui sont un peu dissimulées comme ça, vous apercevez que les Ukrainiens ne sont pas dupes et qu'ils vous donnent finalement des informations que quand je les livre ici, on me dit elles sont russes. Vous voyez le paradoxe. Dès qu'on ne va pas dans le sens de l'Ukraine, c'est russe. Mais ce qui m'intéresse, c'est là ce que vous dites sur les médias publics français. Comment se fait-il que des médias... Quel est votre regard dessus ? Je vous ai vu aborder rapidement le sujet. Si on va en profondeur là-dessus, comment se fait-il que des médias... On sait que les médias privés sont aux mains, en France, 80% de l'information qui circule est aux mains d'une poignée de milliardaires. Mais les médias publics appartiennent à l'État. Donc... a priori, ce sont des directions qui vont changer tous les 5 ans en fonction de... Vous dites que non. Quel est votre regard sur les médias publics aujourd'hui ? Pourquoi suivent-ils tout le temps la doxa de nos représentants ? Je vous vois sourire. Oui, parce que si vous allez sur Wikipédia ou si vous allez sur YouTube et que vous prenez une vidéo de RT, l'anciennement Russia Today, qui a été supprimée en 2022. Qui a été interdite en Europe même. Europe. Vous n'y avez pas accès. Par contre, vous en avez accès depuis les États-Unis. Celle-là est Sputnik. Voilà, tout à fait. Mais par exemple, quand vous avez un VPN, vous branchez sur les États-Unis, vous pouvez la voir. Donc les Américains n'ont pas fermé l'accès à ça. Ce sont les Européens qui l'ont fait d'ailleurs. Et quand on parle de valeurs et tout ça, voilà. Bon. Alors, je ne veux pas faire de la publicité pour les Américains non plus, parce qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans ce conflit. Mais au moins au niveau de l'information, ils ont un peu plus grand pluralisme que celui qu'on a en Europe. Ils ont aussi laissé Rumble, là où la France a obligé Rumble à fermer. Tout à fait. S'ils ne supprimaient pas tous les contenus pro-russes, ce que YouTube a fait par exemple. Voilà, exactement. Et donc on voit, pour moi ça traduit d'ailleurs une insécurité, ou une insécurité profonde, intellectuelle si on était aussi confiant qu'on avait raison, on n'aurait pas peur. Comme je disais souvent, et comme je l'ai déjà dit, je suis plus vieux que vous. Et quand donc, j'ai connu la guerre froide en grandeur nature, puisque j'étais un guerrier de la guerre froide dans les services, mais à l'époque, vous pouviez acheter la Pravda. Vous pouviez acheter Krasnaya Zvezda, c'est-à-dire l'organe de l'armée soviétique, dans nos kiosques. Ils n'étaient pas interdits. Parce qu'à l'époque, on avait confiance dans le fait qu'on avait une idéologie qu'on pensait supérieure. On pensait que notre modèle de société était supérieur à ceux du bloc communiste, et donc on n'avait pas peur. Donc on n'avait pas peur de faire une censure. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de censure. Parce qu'on pensait qu'il y avait un phénomène darwinien, si vous voulez, de sélection de l'information. D'où vient cette peur de censure alors ? Pardon ? D'où vient cette peur de l'information alors aujourd'hui chez Dirigeant ? Je pense qu'elle vient d'abord d'une insécurité, parce que d'abord quand on regarde la manière dont ces conflits se déroulent, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup fabriqués chez nous, ça commence par là. Hein. On a un rôle considérable dans la création des conflits et dans la participation des conflits. Et on pourra en reparler, mais sur les différents attentats terroristes qu'il y a eu typiquement en Russie. Alors, bon, c'est les Russes qui le disent, alors on peut y voir, on peut prendre les choses avec nuance et prudence, et puis se dire qu'ils prêchent pour leur paroisse, évidemment. Néanmoins, ils n'ont pas caché que dans certains attentats terroristes, il pourrait y avoir la main de la France, par exemple. Donc, comprenez, ça va exactement à l'encontre de ce que nous disent nos gouvernements. Parce que nous, on a l'impression qu'ils sont blancs comme neige et que les pauvres, ils sont attaqués en permanence, et les caliméros de la politique internationale. En réalité, on joue un rôle plus pervers. Et j'en ai cité d'ailleurs des cas dans la négociation qui a eu lieu d'Istanbul en 2022, où ce sont les Occidentaux qui ont interdit finalement ou empêché à Zelensky de négocier. Voyez. Donc c'est un jeu très pervers. Et ils ont mis la pression sur Trump aussi pour ce que ça vaut, mais dès novembre, où Macron disait ne
ne perdez pas, ne perdez pas contre Poutine. Exactement. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on voit bien qu'on est dans un système où on pense dans notre fort intérieur qu'on n'a pas raison. Et donc, qu'il faut nécessairement canaliser l'information. Si on avait confiance en nous, on n'aurait pas besoin de faire ça, parce qu'on saurait qu'on a raison. Donc, dites ce que vous voulez, mais c'est nous qui avons raison. Mais on sait qu'on n'a pas raison. C'est la raison pour laquelle il y a... Quand il y a une censure, c'est que toujours il y a un sentiment de faiblesse. Toujours. Mais on en parlait tout à l'heure, la population, pour le coup, ne se saisit pas. Alors, on en a parlé. Alors, justement, d'abord, je n'ai pas répondu à votre question tout d'abord, parce que vous m'avez posé la question à propos des médias. Alors, je reviens à ce que je disais. Quand on voit RT... Quand vous allez sur YouTube, vous avez une petite note qui dit RT est un média d'État ou quelque chose comme ça, média d'État de la Russie. Quand vous regardez France 2, on vous dit c'est un média public de la France. On ne vous dit pas c'est un média d'État. Déjà, quand on parle de média d'État, on dit c'est l'État qui détermine le contenu. Or, vous vous apercevez bien dans la gestion de l'information concernant les différents conflits qu'il y a, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Ukraine, que tous ces médias ont exactement le même discours. Donc ça veut dire que c'est un discours qui part d'une démarche centralisée où finalement, d'une manière ou d'une autre, on impose un discours. Et quand vous lisez mon dernier livre sur la guerre secrète, vous verrez que vous avez des médias comme TV5 Monde, qui sont des médias francophones, à vrai dire, et dans lesquels je démonte... Alors, j'ai pris un exemple, parce que ça m'a tellement frappé, parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y a un incident, des câbles coupés, etc., c'est automatiquement la Russie. Alors donc, on dit c'est la Russie, c'est la Russie, c'est la Russie. Et il y a eu une émission qui avait été faite à l'époque sur la désinformation, où ils avaient cité une dizaine d'exemples de désinformation russe. Et je me suis intéressé à chacun de ces exemples. Et j'ai constaté que pour chacun de ces exemples, ils avaient été débunkés, comme on dit, avant l'émission, par d'autres médias qui disaient que ce n'étaient pas les Russes qui étaient responsables de ça. Donc ça veut dire qu'on a des médias qui mentent, littéralement, qui mentent, qui font de la désinformation. C'est même pas de la propagande, puisque le terme de propagande signifie que vous propagez quelque chose qui mérite d'être propagé. C'est l'étymologie du verbe propagare, propagandum, ou propaganda au pluriel, qui est le fait de disséminer quelque chose qui mérite d'être disséminé. La désinformation, à l'inverse, c'est de dire quelque chose qui est faux, en toute connaissance de cause. Si on ne sait pas que c'est faux, c'est ce qu'on appelle, techniquement parlant, de la mésinformation. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, qu'actuellement il pleut, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que je me trompe, je fais de la mésinformation. Parce que je n'ai pas envie de vous tromper, mais je crois qu'il pleut et je vous dis qu'il pleut. C'est ce qu'on appelle de la mésinformation. Il faut faire la nuance. Mais il faut faire ces nuances. Et si je vous dis, par contre, que Vladimir Poutine porte un chapeau pointu en ce moment, je fais de la désinformation, parce que je sais que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est important de faire ça. Or, pour détecter ça, il faut faire, comme j'avais fait dans cet exemple de TV5 Monde, c'est-à-dire il faut décortiquer les éléments d'information, regarder effectivement si le même élément d'information a été déjà vérifié avant, qui l'a vérifié, que ce soit quelqu'un de crédible qui l'a débunké avant, etc., etc. Donc ça demande quand même un effort considérable. Et c'est la raison pour laquelle le citoyen normal qui a d'autres préoccupations, moi je m'amuse à ça, donc c'est facile, enfin c'est facile, c'est pas facile, mais si vous voulez, j'ai pris mon parti de le faire. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire pour différentes raisons, de temps, d'intérêt, etc. Donc le citoyen normal est un peu démuni par rapport à ces désinformations. C'est la raison pour laquelle ces désinformations finalement fonctionnent aussi bien. Et on est exactement dans la même situation, en définitive, que les citoyens soviétiques à l'époque, qui n'avaient qu'une seule source d'information, c'était l'État. Et quand vous regardez sur certains événements, quand vous comparez dans tous les médias ce qu'on en dit, vous apercevez qu'en réalité, c'est une seule information qui est simplement diffusée par plusieurs médias, mais c'est la même information chaque fois. Donc on revient finalement à comme si on avait un seul média.
C'est passionnant de parler de cela. On a peu de temps ensemble à cause de soucis de planning. Il faut qu'on parle très rapidement. Très rapidement, c'est un énorme sujet, mais on reverra les gens les lecteurs sur votre livre. Aujourd'hui, jusqu'à quel degré, je change complètement de sujet, c'est un gros sujet. Jusqu'à quel degré l'OTAN forme des milices à travers le monde pour aujourd'hui, notamment en passant par l'Ukraine, on a beaucoup parlé ces dernières années du régime Azov. Comment est-ce que... Donc, vous parlez de ces Ukrainiens qui vont traquer les Russes à travers le monde, en Afrique, mais pas que. Aujourd'hui, alors, vous n'en parlez pas, vous, mais ces derniers temps, on a travaillé sur l'Inde. L'Inde, les Pakistanais, visiblement, auraient des groupes terroristes qui viennent embêter certains pays, dont le nord de l'Inde. Et les Indiens disent qu'en remontant, ils ont découvert que les Pakistanais, ces groupes étaient formés par l'OTAN, par les Américains. Alors il y a beaucoup de manque de visibilité sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Je dis qui se raconte sur ces trucs-là. Vous, qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? Et jusqu'à quel degré, en fait, l'OTAN peut propager la guerre ou titiller des tensions sur le monde ? Alors, la première chose, dans la manière de vous poser la question, je réagis sur le mot OTAN. Aujourd'hui, et particulièrement en France, on aime bien mettre tout sur le dos de l'OTAN. Alors moi, je suis quelqu'un j'ai travaillé à l'OTAN en tant que fonctionnaire. Vous savez, la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN, mais il se trouve que j'ai eu une place dans l'OTAN envoyée par mon gouvernement et j'ai travaillé à l'intérieur de l'OTAN. Comme j'étais le seul d'ailleurs Suisse, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN. Mais j'ai travaillé dans l'OTAN et j'ai été un énorme critique de l'organisation quand j'y étais. Donc, ne comptez pas sur moi pour défendre l'organisation. En tant qu'organisation, je pense que c'est une organisation qui est inadaptée à la situation actuelle. C'est quelque chose qui aurait dû être aboli à la fin de la guerre froide, qui aurait dû être réformé, qu'on a dû repenser complètement en fonction de la nouvelle configuration géopolitico-stratégique qu'on avait en Europe. Donc, là, ceci étant posé... Attendez. Le terme, effectivement, c'est plus que l'outil impérialiste. Il faut rester sur les termes, parce que sinon, après, le problème quand on n'est pas rigoureux avec les termes, c'est qu'on vous dira « oui, mais c'est pas vrai ». Parce qu'effectivement, techniquement parlant, l'OTAN n'a jamais formé des groupes au Pakistan. Techniquement parlant, l'OTAN n'a jamais formé des groupes paramilitaires, Azov et compagnie, en Ukraine. C'est pas l'OTAN qui a fait ça. Donc, c'est important de le dire. En revanche, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, le Canada, qui sont des pays de l'OTAN, l'ont fait. Membres de l'OTAN forment. Tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait clair. Alors là, on est d'accord. Là, on est dans le mot. Voilà. Exactement. On est dans les clous. De nouveau, j'essaye pas de défendre l'OTAN. Je suis un grand critique de l'OTAN. Mais pour critiquer, pour que la critique soit constructive, il faut être précis sur les termes. Et puis savoir exactement ce qu'on critique. Sans quoi, on vous dit ah ouais non, mais vous dites l'OTAN, c'est pas vrai. Puis tac. Vous êtes déjà hors du jeu. Passionnant. Donc certains pays membres de l'OTAN ont formé ces groupes. Ça, c'est tout à fait clair, et ça, j'en parle dans mon livre. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans d'autres livres précédemment, où effectivement... Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre... Alors, pour le cas de l'Ukraine, pour le cas du Pakistan, je peux en parler puisque j'en ai traité dans d'autres livres sur le terrorisme, mais on va laisser peut-être le Pakistan et l'Inde de côté pour aujourd'hui. Concernant l'Ukraine, et je le sais d'autant mieux que j'étais à l'OTAN quand il y a eu cette crise de 2014 à plus, et j'ai été envoyé en Ukraine précisément pour cette raison. Mais ce qui s'est passé, et il faut bien comprendre ça, c'est que lorsque, en 2014, à l'issue des événements de Maïdan, là, il y a eu des nouvelles autorités qui sont arrivées au pouvoir, donc illégales, puisqu'elles ont renversé le gouvernement légalement élu. Donc ça, c'est une chose. Donc on est sur effectivement un renversement de pouvoir, sans aucune discussion, d'ailleurs reconnu par les Américains eux-mêmes. Donc il faut être clair là-dessus. Donc on a renversé le pouvoir, et ces autorités non élues ont décidé de changer la loi sur les langues en Ukraine et ont retiré le statut de langue officielle aux Russes. Et en ce faisant,
ils ont déclenché une vague de révoltes, de démonstrations, enfin de manifestations dans tout le sud de l'Ukraine, du Donbass à Odessa. Sur tout le, donc il y a une dizaine d'oblasts qui sont là, grosso modo une dizaine d'oblasts. Tout le sud du pays s'est révolté. Et on a envoyé l'armée ukrainienne pour rétablir l'ordre. Mais l'armée ukrainienne, c'est une armée qui n'était pas une armée professionnelle, c'est une armée de conscrits, donc issue de la population. Donc vous aviez, grosso modo, 50% de russophones dans l'armée ukrainienne. Et ces gens-là n'allaient pas tirer sur leurs frères. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé du côté des manifestants, respectivement des rebelles, etc. Avec armes et bagages, avec les munitions, avec leurs chars, avec tout. Ils sont passés du côté de ceux qui se révoltaient. Et les autorités de Kiev sont trouvées démunies et ont dû donc faire intervenir des unités paramilitaires. Alors ils ont choisi évidemment parmi les ultranationalistes qui avaient d'ailleurs travaillé, qui avaient fonctionné durant la révolte du Maïdan. Ils ont pris ces ultranationalistes. Alors vous pouvez y mettre différents qualificatifs. Je me bornerai à ultranationaliste, mais en réalité, on est sur des idéologies qui se rapprochent considérablement des idéologies qu'on avait en Allemagne juste avant et durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire des idéologies où on veut la pureté de la race ukrainienne. Voilà, on est dans un discours comme ça. Donc on n'est pas sur, on est vraiment sur quelque chose qui est assez hard, comme on dit. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. Et donc parce qu'il fallait des gens convaincus pour compléter les rangs de l'armée ukrainienne qui s'étaient vidés. Et donc on a formé dès 2014 ces paramilitaires, dont le régiment Azov, Pravy Sector, enfin, il y a toute une série de mouvements, j'en parle dans mes différents livres, celui-là en particulier, mais il y a eu différents projets qui étaient pilotés par le Canada, Canada, Grande-Bretagne, France, beaucoup. Les Américains ont essayé de le faire, mais ils ont essayé de le faire avec un peu plus de retenue parce qu'ils avaient peur que leur présence les amène à être confrontés directement aux Russes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe encore aujourd'hui. Raison pour laquelle les derniers événements qu'il y a eu en Russie avec ces attaques, etc., je pense que les Américains n'étaient pas impliqués là-dedans. Parce qu'ils ne veulent pas que ça crée une situation où Russes et Américains se trouvent en confrontation directe, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait déclencher des choses qu'on ne voudrait pas. Et je pense que les Américains sont très prudents là-dessus. Ceci étant... Ils veulent éviter à tout prix un conflit direct entre les deux nations. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est pas totalement nouveau. On a eu ça pendant la... Je cite souvent l'exemple de 1973, lorsque les Israéliens allaient s'approcher de Damas et que Damas était protégé, notamment la défense aérienne, par des unités soviétiques à l'époque, eh bien, ce sont les services de secret américains, la CIA, qui a informé le KGB que les Israéliens allaient attaquer Damas pour que Damas puisse prendre les mesures et qu'il n'y ait pas d'avions, de soldats russes qui soient attaqués par des Israéliens de façon à éviter ce type de confrontation. Lorsqu'il y a eu, par exemple, en 1986, lorsque les Américains, par mesure de rétorsion, il y avait eu un attentat à Berlin qu'on avait attribué à la Libye, et donc les Américains ont voulu riposter sur la Libye, et donc faire des frappes sur la Libye. Mais sur les aéroports de Tripoli et de Benghazi, il y avait des avions soviétiques. Et là aussi, ce sont les services secrets américains, la CIA, qui a averti les soviétiques qu'ils allaient frapper et qu'ils pouvaient enlever leurs avions avant qu'on frappe pour éviter que les avions soviétiques soient touchés par les frappes américaines. Donc les Américains ont toujours eu ce souci. Bon, c'est eux qui interviennent un peu partout. Du coup, évidemment, ils essayent que ces frappes et ces interventions ne soient pas les éléments déclencheurs d'un conflit plus large.
Donc ça, c'est des petites histoires. Oui, il y a des C'est la magie du renseignement. Voilà, vous seriez très étonné de savoir la coopération pendant la guerre froide qu'il y a eu entre Américains et Soviétiques sur certains domaines. Pour éviter l'escalade. Pour éviter l'escalade. Tout à fait. Tout à fait. Des épisodes notables. Oui, vous seriez très surpris de ça. On pourrait faire une fois un livre là-dessus, mais bon, quand j'aurai le temps. On vous recevra avec plaisir sur ce sujet. Toujours est-il que il s'est passé un peu la même chose avec le conflit ukrainien, ce qui fait que les Américains ont plutôt utilisé les Canadiens, les Britanniques et les Français, qui eux étaient très disponibles pour faire ce genre de formation. Et on a formé typiquement le régiment Azov, par exemple, qui était formé par des armées de l'OTAN, était considéré aux États-Unis comme terroriste. Vous voyez, il y a des gars du régiment Azov qui sont allés aux États-Unis, ils ont été arrêtés comme terroristes. Passionnant. Donc, les Américains veulent bien faire passez-moi l'expression, le bordel dans certains pays, mais ils le font en évitant que ça déborde chez eux, etc. Donc, on est dans quelque chose qui est souvent plus subtil que ce qu'on a, ce qu'on imagine d'habitude. Mais néanmoins, le fait est que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, les Occidentaux ont formé des milices, des paramilitaires, qui échappent d'ailleurs au droit international bien souvent, qui ont commis des crimes notables, des crimes de guerre contre la population civile, parce que ceux qui se sont révoltés entre 2014 et 2022 étaient des civils, c'est la population. Je crois que j'ai mis la carte dans mon livre, ou en tout cas dans un de mes livres, il y a la carte du nombre d'endroits, de lieux où il y a eu des manifestations. Pratiquement dans chaque village, la population a manifesté. Donc on n'est pas avec des groupes armés, des choses comme ça. Et sur les images, on voit que c'est des femmes en cabas qui tapent avec leur parapluie sur les chars ukrainiens. Donc on est sur une révolution populaire contre des décisions du gouvernement de Kiev qui n'avaient même pas été élus. Donc les gens disaient non seulement ces gens sont pas élus, ils prennent des décisions, mais en plus ils nous les imposent par la force, ils répriment par la force. Et en plus de ça, c'est en violation de traités internationaux, puisque l'Ukraine avait signé avec la Russie en 1997 un accord qui prévoyait que le gouvernement ukrainien s'engageait à respecter le droit des minorités, y compris la langue et la religion. Passionnant. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais on vous renvoie à lire. C'est le dernier livre de Jacques Beau, Guerre secrète en Ukraine, aux éditions Max Milo. J'ai oublié de le dire dans mon introduction. Édition indépendante qui heureusement nous produit beaucoup d'auteurs que l'on n'aurait pas. C'est un autre problème qu'on parlait des médias mainstream, oui. Mais il nous faut des éditeurs indépendants aujourd'hui. On le dit jamais assez. Merci d'avoir été avec nous, Jacques Beau. Merci à vous d'avoir suivi. Vous pouvez acheter le dernier Nexus qui est en kiosque ou sinon le commander sur nexus.fr. Merci beaucoup pour votre présence. Mais merci pour votre invitation. Merci. Au revoir.